Le soir, avec Marceau. Radio X. L'enquêteur du paranormal est avec nous en studio parce que demain, il va faire une grosse conférence à Québec sur les enlèvements extraterrestres. Oh, les extraterrestres. C'était quoi donc qu'il disait, hein, lui? Extraterrestres. Expérimental. Ésotérisme expérimental. Ce soir, on parle d'ésotérisme expérimental. Ouais. Il est rendu où? Lui, il a fait de la prison, là. Ouais, mais... Hein, il aimait les enfants, finalement. Ouais, en fait, en ce vendredi saint, il disait « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Ouais. Un type qui appliquait la Bible au pied de la lettre. Mais c'est vrai, effectivement, ce que tu mentionnes. Bon, il y avait eu des accusations criminelles de porter contre lui pour des attouchements, et puis il a été condamné. Donc, on peut le dire. Hein, c'est pas de la rumeur. Il a été condamné pour ça. Mais est-ce qu'il fait encore son type d'émission qu'il faisait? En fait, tu comprendras qu'au lendemain de ces événements-là, il a été un peu largué par tout le monde. Oui. Hein, bon, déjà, au moment où ces événements-là fâcheux se passent, il avait déjà été largué par Vidéotron, parce que il faut quand même donner à César ce qui est à César. Disons que Richard Glenn, dans la région de... Je sais pas s'il était diffusé à Québec. Oui. Mais à cette époque-là, faut se rappeler que c'était avant les télévisions spécialisées. On parle ici, lui a commencé à faire de la télé communautaire dans les années 70, 77, 78, quelque chose comme ça. Et là, il faut bien comprendre que à ce moment-là, il n'y avait pas de télévision spécialisée. Donc, si tu voulais entendre parler de fantômes, d'extraterrestres, tu n'avais qu'un seul choix, ésotérisme expérimental de Richard Glenn. Et il faut pas se le cacher, ça a fait vendre du câble, ça là. Au Québec, ça vend. Il y a des gens qui s'abonnaient au câble pour avoir Richard Glenn. Moi, ça attirait mon mon attention, puis la façon dont il parlait aussi, je trouvais ça drôle, puis j'écoutais ça. Et puis écoute, tu vois, aujourd'hui, on en parle encore. Il y a eu des parodies qui ont été faites à la télé. Hein. On pense par exemple à Rock et Belles Oreilles qui avait fait une très très belle parodie de ça. C'est passé un peu dans la culture populaire, cette histoire-là de Richard Glenn. On se rappelle Piment Fort, première génération. Il y avait même un numéro, là, c'était essayer de découvrir c'était quoi la patente. Puis là, mon Normand Bratois, tu mettais une grosse moustache. Puis tu sais, tu vas essayer de trouver c'est quoi la patente, tu sais, bon, pas une patente extraterrestre. Tu sais, bon, tu sais, on voit, c'est passé un peu dans la culture. Donc, effectivement, il y a eu et à l'époque, bon, déjà au moment où les événements se passent, ceux dont on a parlé, là, Glenn avait été largué un peu par Vidéotron. Bon, son émission n'existait plus. Il faisait des démarches dans l'espoir de ramener ça à la télé. Et ces événements-là, évidemment, ont torpillé toute tentative de ramener ça à la télé. Avec raison. On le comprend. Moi-même, je le connaissais, Richard. À quelques reprises, j'avais assisté à ses conférences. J'avais même fait quelques présentations là, dans une sorte de... Parce qu'à Montréal, il organisait parfois des journées spéciales sur les phénomènes paranormaux. Il m'avait invité. Mais je peux te dire qu'après ces événements-là, moi-même, il en allait de ma carrière professionnelle. Hein. Moi, on m'a dit dans des milieux médiatiques, on dit, écoute, c'est ton choix. Ou tu vas avec Glenn, ou tu restes ici, mais tu peux pas faire les deux. Là. Et donc, après ces événements-là, donc il a purgé sa peine, il a été libéré. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait des soirées, là, moi je me rappelle, là, des bonnes soirées, là, il remplissait l'auditorium du Collège Maisonneuve à Montréal. On parle d'un auditorium d'à peu près 750 places. Et après ces événements-là, il est retombé à 30, 50 personnes qui ont continué à le suivre malgré tout. Et aujourd'hui, il n'a plus ses émissions. Il fait encore de manière sporadique des conférences. Il anime une émission web, Ésotérisme expérimental, donc qui continue d'être diffusée sur le web. Donc les gens qui veulent le suivre l'écoutent chaque semaine. Mais ça n'a plus le panache que ça avait dans les années 80. Parce que c'était tout nouveau. C'est la première fois qu'on entendait parler de ça. Puis je pense qu'à un moment donné aussi, c'était nouveau. Et on n'avait pas beaucoup de moyens de vérifier ce qu'il disait aussi. C'est-à-dire que là, Glenn arrivait et disait « Oh, je vais vous raconter une histoire extraterrestre. » Il racontait son histoire. Puis là,
t'écoutais ça, puis tu dis, bon, OK, il le raconte, puis là, il y a un peu comme beaucoup de gens dans les milieux du paranormal, c'est souvent des sources invérifiables. Tu sais, je vais te raconter, il y a une histoire, on a récupéré une soucoupe volante quelque part, mais d'où tu tiens ça? Ben, mon frère qui connaît quelqu'un, qui travaillait dans la base militaire, qui connaissait quelqu'un. Donc, bref, finalement, t'as jamais le moyen de vérifier l'information. Des gens m'ont raconté cette histoire. Voilà. Des sources sûres. Des sources sûres. Alors que c'est un peu cette carte-là qu'utilisait Richard Glenn. C'est-à-dire qu'il racontait toutes sortes d'histoires sur lesquelles les gens écoutaient ça. On n'avait absolument aucun moyen de vérifier. Et aujourd'hui, bien sûr, à partir du moment où est arrivé les médias sociaux, est arrivé l'Internet, les gens pouvaient rapidement se documenter. Et bien souvent, on s'est aperçu qu'il racontait à peu près n'importe quoi. Ouais, à partir de là. Bernard de Montréal existe-tu encore? Non, Bernard de Montréal est décédé depuis plusieurs années maintenant. Il est décédé? Oui. Ah ouais. C'était qui, lui? Bernard de Montréal, il était, c'est un type, de mémoire, je crois qu'il était chauffeur de taxi ou chauffeur d'autobus. Bref, il était chauffeur de quelque chose. Et donc, c'est ça. Il disait pouvoir canaliser des entités, entre guillemets, cosmiques. Ouais. Et en fait, il a été, encore, on voit là l'influence encore de Richard Glenn, c'est-à-dire que il agissait ou se présentait un peu sous le parapluie de Richard Glenn. Glenn organisait des soirées, Bernard de Montréal était là, Bernard de Montréal entrait dans une espèce d'état de réception, disait-il. Et là, il canalisait un peu ses informations. Et lui, sa force, c'était le supramental. Le supramental. Le supramental. Et c'est assez amusant parce que, bon, moi, j'assistais à quelques rencontres de Bernard de Montréal. Mais tu devais halluciner. Écoute, j'ai écouté 2 ou 3 minutes de Bernard de Montréal, puis je me suis dit, mais comment des gens ont pu embarquer dans son histoire? Écoute, tu me racontes ça, puis je vais te faire une anecdote. On est tout seul, là, ce soir. Oui, il y a personne. Oui. Personne. Écoute, moi, la première fois que j'ai assisté à une rencontre de Bernard de Montréal, j'avoue que je comprenais absolument rien de ce qu'il disait. C'est ça. Et là, je me disais, tous les gens dans la salle, à part moi, hochaient tous de la tête. Il disait 3 phrases, les gens hochaient de la tête. Et là, je me suis dit, à un moment donné, après avoir écouté ça, parce que, faut pas se le cacher, c'était de la masturbation intellectuelle, c'était n'importe quoi. Là. Pour les gens qui ne connaissent pas Bernard de Montréal, ça ressemblait à, oui, il faut canaliser le supramental, parce que le supramental, c'est la force de l'être, et l'être vit dans le cosmique. Et le cosmique, c'est d'abord et avant tout la perception de son soi qui se révèle dans l'intercosmos. Hey, écoute, c'était n'importe quoi. On va voir si c'était bon. Une civilisation, à moins qu'il soit lui-même cosmique. Et quatrièmement, lorsque cet homme viendra, s'il doit venir, il sera reconnu automatiquement. Parce que, automatiquement, il transcendra tout ce qui est humain. Le Christ. Bon, ce que vous appelez le Christ. Le Christ fait partie de la hiérarchie. Il est le maître de la galaxie. Il est l'être le plus complet dans la galaxie. Mais il y a, derrière le mot Christ, des mystères que même les initiés ne comprennent pas. Parce que pour révéler la dimension du Christ, il faut automatiquement entrer en contact avec le mental christique. Le mental christique, c'est une puissance vibratoire qui détruit automatiquement, sur le plan humain, l'émotionnalité renversée par toutes les forces lunaires. Mais lui, il a fait jaser pendant des années et des années. Et là, je me disais que je regardais les gens et tout le monde hochait de la tête. Et là, je me disais, bon, de 2 choses l'une. Ou moi, je comprends rien, ou il y a quelque chose qui va pas. Et là, à un moment donné, j'en suis venu à comprendre qu'il y avait probablement la moitié de la salle qui croyait comprendre quelque chose. Et l'autre moitié hochait de la tête en se disant exactement comme moi que s'il hochait pas de la tête, l'autre moitié les regardera en se disant « Hey, ces gens-là comprennent absolument rien. » Fait qu'il hochait de la tête. Bref, c'était n'importe quoi. Et puis bon, ben effectivement, il a fait courir les foules à la fin des années 70, début des années 80. Les gens écoutaient ça et puis ils se retrouvaient là-dedans. Mais bon, c'était une époque où on était en quête d'une espèce d'éveil spirituel, un éveil ésotérique ou mystique, et on s'alimentait à peu près à toutes les sources. Et comme celle-là était à peu près la seule qui était vraiment disponible, ben évidemment, les gens se retournaient vers ça puis écoutaient ça. Et encore une fois, on écoutait un discours qui ne voulait bien souvent rien dire, mais on interprétait là-dedans ce que l'on voulait bien entendre. C'est donc
Mais comment des gens peuvent embarquer comme ça? Je parlais tout à l'heure avec Raphaël d'un gourou qui s'est fait prendre aux États-Unis. En fait, s'est fait prendre au Mexique, mais il a été rapatrié aux États-Unis. Plusieurs accusations contre lui de crimes d'ordre sexuel, de sévices sur des femmes. Son nom, c'est Keith Raniere. Puis, en permanence, il habitait avec 15 ou 20 femmes qui étaient devenues ses esclaves sexuels, et parmi les plus performantes de ces esclaves sexuels, ben là, elle devenait le chef des esclaves sexuels, donc elle avait pu à faire des travaux ménagers, mais elle dirigeait les esclaves. Tu te dis, mais comment des gens peuvent embarquer là-dedans? Écoute, Yannick, il y a des études, très très longues études universitaires qui ont été menées par des chercheurs à travers le monde sur ces mécanismes sectaires-là. Évidemment, on pourrait faire des émissions, des séries complètes uniquement pour essayer de comprendre les mécanismes. C'est sûr que l'un des premiers mécanismes qui entre en jeu, c'est le sentiment d'appartenance. Ouais. Bien souvent, les gens vont se retrouver dans des mouvements sectaires, des groupes comme ceux-là. Et au-delà de l'enseignement, il y a d'abord et avant tout ce sentiment d'appartenir à une cellule, appartenir à une communauté. Et ça, bien souvent, ce sont les gens qui vont rejoindre ces groupes-là, ce sont souvent des gens qui sont un peu désabandonnés, isolés, et ils cherchent ce contact-là, ils cherchent ce besoin d'appartenance, et à ce moment-là, ils deviennent un peu comme, ils prêtent flanc, évidemment, à l'exploitation, et là, ils vont se retrouver dans ces groupes-là, et ces gens-là utilisent à peu près toujours les mêmes mécanismes. Ils te donnent l'impression que tu es important. Écoute, je suis à l'écoute de tes besoins, de tes demandes. Viens, rejoins-nous. Et là, soudain, il y a ce sentiment d'appartenance qui va s'installer. Et ensuite, le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme du privilège. À partir du moment où tu côtoies un gourou, lui te raconte des enseignements, et à partir du moment où tu vas y adhérer, tu as l'impression que toi, tu bénéficies d'une information privilégiée, une information que les autres n'ont pas. Donc, être dans sous la cloche de ce gourou, tu es quelqu'un d'important parce que tu bénéficies d'une information privilégiée. Et ces mécanismes-là, on les retrouve dans tous les mouvements sectaires. Ce sont toujours des mécanismes qui sont à la base. Et j'irai même plus loin. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, on retrouve les mêmes mécanismes. À quelques reprises, ici, on a parlé des théories du complot, la Terre plate, les Illuminati, les chemtrails. Mais bien souvent, ce sont les mêmes mécanismes qui vont intervenir. C'est-à-dire que les gens ne se retrouvent plus en petite communauté dans une église, dans un temple ou dans une salle de réunion où on se tape dans le dos. Ces gens-là, maintenant, utilisent les médias sociaux. Ils se retrouvent derrière leur écran et ils échangent avec une petite communauté. Ils ont l'impression souvent que cette communauté, elle est importante, mais c'est faux. Les gens qui adhèrent aux théories du complot, on parle ici des super théories du complot. Nous ne sommes pas allés sur la Lune, les Illuminati, le 11 septembre, etc. Donc, ces gens-là ont l'impression qu'ils font partie d'une très grosse communauté, alors que c'est une communauté qui est tout à fait marginale. Mais le fait qu'on échange comme ça, on a l'impression qu'on appartient à un même groupe et on a l'impression qu'on est des privilégiés. On voit se mettre en place les mêmes mécanismes qu'il y a dans le mouvement sectaire. Ouais. Donc, ces gens-là, moi, à plusieurs reprises, quand j'ai écrit mon livre sur les théories du complot, évidemment, quand j'en ai fait la promotion, j'ai fait des conférences et je rencontrais ces gens-là parce que le livre, et je le disais bien d'entrée de jeu dans la préface du livre, ce livre ne s'adresse pas aux théoriciens du complot. Parce que les théoriciens du complot, c'est un peu comme essayer de convaincre une personne qui est obsédée par la religion de tel ou tel truc, t'arriveras pas à le faire changer d'idée. Quelle que soit son obédience religieuse, à partir du moment où il y a des œillères, dit non, moi je crois ça. Les théoriciens du complot, c'est un peu la même chose, c'est toujours une fuite en avant. T'aurais beau apporter toutes sortes de preuves, par exemple, qu'on est allé sur la Lune, que la Terre est ronde, que les chemtrails n'existent pas, il y aura toujours cette fuite en avant. Et à partir du moment où ils ont plus d'arguments contre toi, ils vont te diaboliser. Donc, on tire sur le messager. Et tu n'arriveras pas à faire changer d'idée un théoricien du complot. À partir du moment où il est convaincu que le World Trade Center a été un complot ourdi de l'intérieur, que les chemtrails existent, quels que soient les arguments que tu vas lui apporter, ils vont ou les refuter, ou ils vont simplement diaboliser ta source. C'est sûr, toi, Christian, tu dis ça parce que tu dois être payé par le gouvernement, tu fais partie du complot, t'es payé par les Illuminati, donc faut pas écouter ce que tu dis. Et donc, on retrouve ici les mêmes mécanismes qu'on retrouve dans les mouvements sectaires. Sauf que là, maintenant, cette relation-là interpersonnelle se fait à travers les médias sociaux et non plus à travers une poignée d'individus qui se regroupent dans une salle. Les gourous, en général, sont de très bons manipulateurs. C'est ce qu'on peut remarquer. Oui, absolument. Ceux et celles qui se font avoir par ces gourous-là de certaines sectes,
est-ce que c'est parce ils peuvent avoir un QI moins élevé ou bien c'est tout simplement parce que c'est des personnes naïves? C'est une bonne question, ça. Non, en fait, quand on regarde, par exemple, les gens qui ont adhéré à des mouvements sectaires, on est souvent très surpris de constater que ce sont des gens qui, dans bien des cas, ce sont des gens qui sont éduqués. Ah oui. Ce sont des gens... Prenons par exemple un cas qu'on connaît bien ici au Québec, l'Ordre du Temple solaire. Oui. Donc, on a des gens ici, on le sait, parmi les membres de l'Ordre du Temple solaire, il y avait des gens qui avaient des formations d'ingénieurs, il y avait des gens qui avaient des formations universitaires, des gens instruits, des gens éduqués, et pourtant, ils ont adhéré à... Il faut pas se le cacher, c'était des inepties, là, l'Ordre du Temple solaire. Je suis en contact avec des extraterrestres qui vivent autour de l'étoile de Sirius, et ces gens-là communiquaient de l'information à Joe DiMambro. Et là-dessus, tu marques un point. Joe DiMambro n'était pas charismatique. Okay. Et c'est pour ça qu'il avait besoin, aux côtés de lui, de ce gourou, en tout cas, dans ce cas-là, c'était un bras droit charismatique, qui était Luc Jouret. Donc, dans le cas de DiMambro avait le discours, DiMambro avait compris la mécanique, mais DiMambro, contrairement à bien des gourous de secte, n'avait pas le charisme, alors que Luc Jouret l'avait. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ici avec un duo qui était un peu infernal, le duo DiMambro et Jouret. Mais les gens qui adhéraient à l'Ordre du Temple solaire étaient des gens éduqués, c'était des gens qui avaient, dans bien des cas, qui avaient des formations universitaires, mais on retrouve chez ces gens-là, à la base, une espèce de dénominateur commun. C'est le besoin d'appartenir à une communauté, quelque chose, de faire quelque chose, avoir une impression d'être des privilégiés. Des gens souvent seuls, voilà. Qui manquent d'attention. Et dans le cas de l'Ordre du Temple solaire, c'est exactement ça. Les gens se réunissaient autour de DiMambro, de Jouret. Ils avaient l'impression, ils croyaient que ces gourous-là recevaient de l'information, en particulier DiMambro, qui disait recevoir cette information de sages intergalactiques et transmettait ces informations-là. C'est sûr qu'avec le recul, on se dit, mais il fallait vraiment être naïf parce que bon, il y avait des espèces d'épées avec des lumières autour de ça. C'était presque un vaudeville, tu sais, là, c'était du théâtre. Ouais. Et les gens adhéraient à ça sans aucun sens critique. Mais à un moment donné, embarquer peu à peu. Voilà. Donc, peu à peu, on y va, progressivement, on ne met plus en doute la parole du gourou. Et à partir du moment où tu ne remets plus en question la parole du gourou, ben, tu es déjà malheureusement peinturé dans le coin. Là, Tu es déjà victime du mouvement. Puis, la question de Raphaël était excellente. Est-ce que c'est des gens quand les gens qui se font avoir, c'est des gens qui ont un QI inférieur. Un bas QI, donc non, un quotient intellectuel inférieur. Pas du tout. Puis on s'en est aperçu avec les gens qui se sont fait prendre dans la secte de Moïse. Ouais, exact. Des femmes brillantes qui étaient capables de s'exprimer, de raconter ce qui s'était passé, pourquoi ils avaient embarqué là-dedans. Ça m'inquiète un peu. Raphaël est hyper brillante. C'est une fille avec qui j'adore travailler. Puis du jour au lendemain, pour embarquer dans une histoire de fou avec Charles Manson, puis d'apprendre que dans 10 ans, elle tue quelqu'un. Voilà. Mais il y a une espèce de déséquilibre, ce besoin d'appartenir à une communauté, ce besoin de se sentir important, le besoin d'avoir l'impression d'être un privilégié. Donc, ces éléments-là vont éventuellement transcender l'individu. Et c'est là-dessus que jouent les mouvements sectaires et les gourous. Puis d'après ce qu'on peut apprendre dans l'article de la presse qui parle de ce fameux gourou, Keith Raniere, qui vient de se faire prendre puis qui risque la prison à vie, on dit qu'il était financé par une femme extrêmement riche, une femme du Québec, là, de l'Empire Bronfman. OK. Seagram, tu connais? Oui, absolument. Ben, c'est l'héritière, là. Elle aurait donné 150 millions à ce gars-là. C'est incroyable. Moi, comme par exemple, moi j'ai côtoyé, parce que si on regarde dans le cas des extraterrestres, je demandais 10 piastres à ma mère quand j'étais jeune. C'était difficile. 10$, mais pourquoi? Ouais. Parce que tu regardes un peu comme des mouvements comme le mouvement raélien qu'on a bien connu au Québec, là, maintenant qui est un peu devenu fantôme parce que le mouvement raélien est comme Raël n'est plus là, et ça c'est le gourou, hein. Bon, comme Raël maintenant est plutôt en Asie, et en particulier au Japon, ben évidemment loin du gourou, les assises sont moins importantes, donc il y a moins de publicité, il y a moins d'éléments qui entourent le personnage, et évidemment il est moins médiatiquement exploitable. Mais on regarde les gens, moi, comme c'est un phénomène qui était dans la mouvance ovni un peu, là, donc ce n'est pas de l'ufologie, c'est un mouvement religieux, faut pas se le cacher, là. C'est un mouvement religieux qui récupère la thématique des extraterrestres. Mais je connais plein de gens, moi, qui adhéraient au mouvement raélien. C'était des gens que je peux t'assurer qui étaient éduqués, qui étaient intelligents. Et
pour moi, ça a toujours été un énigme. Comment ces gens-là, intelligents, pourtant je leur présentais des éléments, des arguments qui étaient, à mon avis, aux yeux du journaliste que je suis, qui étaient relativement béton pour démontrer qu'il y avait eu fraude ou arnaque. Ces gens-là refusaient de voir ça. Et ça m'a toujours étonné de comment on arrive à ne pas voir l'évidence même, tu sais. Mais bon, je pense que le besoin spirituel était plus grand que le bon sens ou le sens critique. Je suis sur la liste noire des Raéliens. Les Raéliens. J'en suis fier. Ils veulent plus venir me voir. Je m'étais rendu compte parce que normalement, quand je fais venir des gens en entrevue... Je sais que tu avais déjà reçu des Raéliens ici. Je fais venir des gens en entrevue. Je pense que je t'en avais parlé d'ailleurs par la suite. J'ai Google tout le temps avant. Surtout quand c'est des gens que je connais pas, que j'ai jamais vu dans l'actualité et tout ça. Je les Google. Mais ce soir-là, quand je les ai vus arriver, j'ai regardé leur tête de vainqueur. Je me suis dit, j'ai déjà vu à face au grand carré qui est là. Ils arrivent dans le studio, commencent à jaser. Les deux gars sont hyper sympathiques. Ils me parlent du mouvement raélien. Ils me parlent de Raël puis de ses guenilles. Puis là, je commence à googler le nom du gars. Je tombe sur des articles de TVA. Le gars avait été reconnu coupable d'agression sexuelle sur des enfants. Et Christian... Je me sentais pas bien. Non, je comprends. Et là, j'étais en train de leur parler de séminaire. Je me rappelle pas du nom du séminaire, mais il y a quelqu'un qui est en avant. Les gens sont assis en face de lui et ils doivent partir à la découverte de leur corps. Mais il y a des enfants au travers de ça. Ouais. Puis je regarde, le gars, il est déclaré coupable d'agression sexuelle sur des enfants. J'ai mis fin très rapidement à l'entrevue et à la fin de l'entrevue, quand ils sont sortis, je suis allé les voir. Je leur ai dit, je veux plus jamais vous voir ici. Toi, t'es un pourri. Finalement, ils m'ont mis sur la liste noire par la suite. Je comprends. Mais c'est inquiétant, là. Ouais, c'est absolument que c'est inquiétant. Il y a des gens qui infiltrent le mouvement raélien. Des croches qui infiltrent des croches pour avoir accès à des enfants. Oui, absolument. Écoute, il y a eu, tu sais, je regarde récemment, il y a eu à Montréal une sorte une activité qui tournait autour en fait, ça c'est... c'est une sorte de congrès sur le vagin. Ça a été organisé à Montréal, là, probablement que tu en as entendu parler. Bon, parmi les exposants, on parle pas des organisateurs. Bon, évidemment, on a des tables, on a des exposants. On suppose que je n'y étais pas, mais j'imagine que parmi les exposants, il devait y avoir quand même des compagnies qui faisaient des jouets sexuels ou des trucs comme ça, puisque tout tournait autour un peu de la sexualité puis tout ça. Et parmi les exposants, il y avait Clonaid. Oh! Ils sont réapparus, eux autres. Et là, Clonaid, si on lisait le descriptif, c'était des gens... Là, écoute, tu dis ça a l'air tout à fait sérieux. C'est presque humaniste. Hein? C'était des gens dont le travail était de reconstituer les parties génitales féminines, et en particulier chez des femmes qui avaient vécu l'excision. Mon Dieu, c'est bien, hein? Mais en réalité, c'est pas ça, là. C'est de l'arnaque, ça. Oui. Clonaid est une organisation tentaculaire du mouvement raélien. Ils ont la prétention non pas de reconstruire de manière chirurgicale les organes génitaux féminins, mais de les reconstruire par manipulation génétique en suivant le modèle fourni par les extraterrestres. Et bref, tout ça, c'est une porte d'entrée. C'est les mêmes gens qui, il y a quelques années, rappelle-toi, il y a 15 ou 20 ans, avaient dit, on a cloné un enfant, là, quelque part. Ça avait fait... Les journaux du monde entier avaient parlé de ça. Évidemment, on n'a jamais vu le clone en question. Et aujourd'hui, tous les scientifiques, les spécialistes te diront que à cette époque-là, ça n'avait absolument aucun sens. Puis pour répondre à la question de Raphaël, c'était une médecin qui menait ces recherches-là. Elle avait dit avoir cloné Ève. Oui, Ève, c'était le docteur Boisselier qui était... Je crois que c'est ça. Donc, Madame Boisselier qui dirigeait cette section-là de reproduction ADN et clonage. Et bon, Clonaid, c'est simplement une organisation tentaculaire. Ça n'a rien à voir si on s'imagine des chirurgiens qui ont à cœur réellement de reconstituer ou de donner un semblant de féminité à des femmes qui auraient vécu une excision. Oublions ça, là. C'est un truc essentiellement pour faire la promotion du mouvement raélien, là. Je suis tellement fier. C'est vraiment Brigitte, son prénom. J'ai plus vite que toi pour Brigitte Boisselier. Donc, c'était un peu... Ouais, c'est ça. Donc, c'est un truc comme ça. Puis là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, OK, bon, je suis pas convaincu que les gens qui faisaient la promotion, parce que j'ai entendu, moi, à la télé, à la radio, des gens qui étaient dans l'organisation de cette activité-là.
Et j'imagine que ces gens-là, bon, évidemment, tu loues des tables à des exposants, tu reçois la documentation que ces gens-là veulent bien te donner. Et là, à partir de là, tu fais tes communiqués de presse. Et moi, je me rappelle avoir entendu à la radio de Montréal une des représentantes de cette activité qui parlait de Cloned, et elle nous dit ça comme ça spontanément à la radio. Oui, Cloned est une belle organisation qui tente de reconstituer les clitoris des femmes qui ont vécu l'excision. Et c'est pas tout à fait ça, la réalité. Je sais pas si c'est ça qu'il donne comme information lorsqu'il loue une table ou il loue un kiosque, mais la réalité est autre. Moi, je voudrais bien voir ici, on peut faire un appel à tous. Y a-t-il une femme au Québec qui s'est fait reconstituer le clitoris par Cloned? On aimerait ça en entendre une. Tu sais. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Ce soir, on est avec Christian Page, l'enquêteur du paranormal. Pour en savoir un peu plus, christianpage.ca. Demain, tu fais une conférence. Oui, sur les enlèvements extraterrestres. Est-ce que c'est complet, là? Oui, malheureusement, c'est complet, Yannick. On a le centre Vidéotron qui sert à rien. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, vous allez avoir bientôt à Québec peut-être un tramway, un métro. Oui. On va avoir un anneau de glace. Là, t'as plusieurs choix. T'as l'anneau de glace, puis t'as le centre Vidéotron. Il va falloir que... Puis des tramways en plus pour amener les gens comme ça. C'est vraiment merveilleux. Merci, le maire Labonde. Fait que c'est déjà complet. Là. Oui. Là, oui, c'est tu bookes 2 soirs en ligne. Oui, effectivement. On va commencer à penser à ça. Là. Donc, vendredi et le samedi. Ouais, 2 activités. T'sais. Mais si je le fais le vendredi, je pourrais pas être avec toi. Bon, juste un soir, c'est correct. Vous avez des questions pour lui, 418-670-9098, 1877-440-2464. On fait une courte pause, on vient. Marceau, le soir. Radio X. L'original. Marceau, le soir. Avec Marceau. Radio X. 418-670-9098, 1877-440-2464. Ce soir, on est avec l'enquêteur du paranormal, journaliste, auteur. Il y a plein de talents. Christian Page qui est avec nous, christianpage.ca. Plein de questions qui sont rentrées, puis je trouve ça très drôle. Vas-y. C'est sûr et certain que ça attire une certaine clientèle, ce type de discussion-là. Oui. Et il y a des gens qui disent, mais Christian nous parle qu'il fait le tour du monde. Oui. Christian nous parle que il va toujours faire des recherches approfondies pendant des mois et des mois. Oui. Mais comment fait-il pour financer tout ça? Et tu comprendras qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Oui. Est-ce que l'argent vient du gouvernement? Non, pas du tout. De la CIA? Ouais, c'est ça. Du FBI? Ouais, non, ça vient de Canal D. En fait, tout à fait. Et je le sais que je suis très privilégié parce que pour la plupart des gens, quand on parle de phénomènes paranormaux, la plupart des auditeurs ce soir qui s'intéressent à ces phénomènes ne connaîtront ces phénomènes que de manière livresque, c'est-à-dire qu'ils vont lire des ouvrages qui vont leur parler de ces sujets-là. Et bien souvent, ils n'ont pas les moyens, puis je les comprends. Très peu de gens auraient les moyens de se financer pour aller un peu partout à travers le monde puis enquêter sur ces phénomènes-là. Moi, la grande chance que j'ai eue, c'est de prendre ma passion et d'en faire un métier qui m'a permis de faire des séries télé. Et quand je parle de séries télé, probablement que beaucoup des gens qui nous écoutent ce soir savent même pas que je suis derrière des séries comme Dossier Mystère à Canal D. C'est moi qui a été le concepteur de ça. Les Enfants Assassins à Canal D, c'est moi aussi qui ai fait ça. Force Obscure à Z Télé, c'est moi qui étais derrière ça. Enquête sur les ovnis à Z Télé, à La Recherche des reliques saintes, à Évasion. Donc, ces séries télé, c'est moi qui les ai conçues. Je les ai vendues, littéralement, à ces réseaux de télévision. Et ces réseaux, évidemment, ont financé ces projets-là. Donc, quand j'ai fait une émission comme À la Recherche des reliques saintes, pendant 6 mois, je suis parti avec une équipe de cinéastes et on est allé à travers le monde essayer de retrouver des grandes reliques qui avaient marqué l'histoire de la chrétienté, que ce soit les clous de la crucifixion, des morceaux de la croix, la couronne d'épines, les sandales de Jésus, donc peu importe. Et ça nous a permis de faire le tour du monde à faire ça. Et ça a été exactement la même chose quand on a fait Dossier Mystère, quand on a fait Enquête sur les ovnis. On est allé à travers le monde pour rencontrer des gens, pour enquêter sur ces histoires-là, parce qu'on était financé par la télévision, éventuellement, qui était notre levier financier. Et bon, on n'entrera pas dans les détails, mais quand on fait de la télé au Québec, il y a beaucoup de leviers financiers. Là. On peut pas, il y a pas que le réseau de télévision, là. Il y a pas que Canal D, il n'y a pas que Évasion. Il y a les gouvernements qui interviennent dans la production télévisuelle. Donc, tous ces éléments-là font qu'on arrive à avoir un budget qui nous permet de faire des réalisations. Et grâce à ça, j'ai pu voyager à travers le monde. Donc,
c'est ce besoin-là de se rendre sur place pour faire de la télévision qui m'ont permis d'être sur place et de pouvoir enquêter dans ces lieux-là. Mais c'est sûr que si j'avais dû sortir ces deniers-là de mes poches, ça aurait pas fonctionné. Parce que je pense pas que ce soit l'intention de l'auditeur, mais c'est parce que j'ai tellement vu d'histoires épouvantables sur ton cas, sur des sites c'est sûr. obscurs qui racontent que tu es un agent engagé par le gouvernement pour faire disparaître toute trace de chemtrail. Quand je fais des conférences ou que les gens vont visiter mon site web ou que les gens visitent ma page Facebook, souvent t'as plein de photos de moi, par exemple, avec un type au Vatican. Après ça, une photo de moi quelque part en Australie, une photo. Et évidemment, je comprends que les gens se disent, mais mon Dieu, ou bien il est millionnaire, ou bien il y a des gens qui le financent pour faire ce travail-là. T'sais. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais de la télé ou tu fais de la radio, évidemment, il y a des sous qui vont entrer, puis s'il y a des projets qui sont mis de l'avant, ça va te permettre de faire ça. C'est fou quand même, tout ce qu'on peut lire sur toi, sur des sites de conspirationnistes. On aime beaucoup me diaboliser. Ouais. Et si tu me permets, il y a quelque chose que je m'étonne beaucoup, c'est-à-dire que ça fait 41 ans cette année que je m'intéresse au paranormal, dont 25 ans comme journaliste. Faut dire que tu as commencé très tôt. Oui, j'ai commencé très, très jeune. Et j'ai toujours l'impression, tu vois, je suis toujours surpris, malgré toutes ces années, j'ai souvent l'impression que le message ne passe pas. C'est-à-dire que, tu sais, si tu t'en vas... Encore récemment, j'ai dû... C'est rare que je fais ça, mais utilisons l'expression, là, j'ai dû flusher quelqu'un de ma page Facebook. C'est rare que je fais ça, parce que je suis toujours ouvert aux discussions, aux échanges. Ouais. Là, à un moment donné, une dame commence à me dire, moi, Monsieur Page, je vais pas à vos conférences parce que vous n'éveillez pas les consciences. Hein? Éveiller les consciences. Si tu vas écouter, par exemple, une conférence sur le hockey, puis c'est Carey Price qui tient la conférence, il éveillera pas les consciences, il va te parler de hockey. C'est tout, c'est un joueur de hockey. Puis tu fais des enquêtes journalistiques, là. C'est un journaliste. Il y a des journalistes qui enquêtent sur le sport, des journalistes qui enquêtent sur la politique, sur le crime. Ouais. Moi, je parle des enquêtes d'un journaliste qui s'est intéressé au paranormal. Non, je n'éveille pas des consciences. C'est pas ça, ma job. S'attendait à te voir avec une toque à la tête. Je sais pas. Une tunique. Je me dis, mais pourquoi le message ne passe pas? Et là, les gens ont l'impression aussi que moi, personnellement, je suis pas ni pour ni contre le paranormal. Ça me dérange pas que les gens croient ce qu'ils veulent. Moi, ce que je fais, que tu crois au chemtrail, que tu crois aux extraterrestres, que tu crois au diable, les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Moi, comme journaliste, j'ai enquêté sur des histoires. Je livre l'information. J'ai eu le privilège, tu l'as mentionné, j'ai fait de la télé, j'étais là, j'y suis allé dans la zone 51. Je suis allé enquêter sur tel ou tel autre truc à travers le monde, au château d'Erzébet Báthory, sur Jack l'Éventreur. J'ai eu et comme journaliste, faut pas se le cacher, quand on est journaliste, puis on exhibe notre carte de presse, ça nous ouvre beaucoup de portes, des endroits où les gens sont pas admis. Quand on arrive avec une caméra sur l'épaule, ça nous ouvre beaucoup de portes. J'ai tenu le manuscrit de Voynich dans mes mains parce que je suis un journaliste. Donc, je livre aux gens l'information que mes enquêtes journalistiques m'ont amenée. Les gens en feront ce qu'ils voudront de cette information-là. Je leur livre. Ils la prennent, ils la mettent dans une espèce de coffre à outils. S'ils veulent l'utiliser, libre à eux. S'ils n'ont pas envie de l'utiliser, qu'ils ne l'utilisent pas. Je suis pas là pour remettre en question leurs croyances. Je leur livre de l'information. Maintenant, ce qu'ils en feront de cette information-là, libre à eux. Mais moi, je suis pas là pour éveiller des consciences, éveiller quoi que ce soit. Je suis un journaliste qui livre son information, comme tu irais voir des journalistes qui ont mené une enquête, par exemple, sur le monde interlope. Il y a des journalistes au Québec qui ont écrit des ouvrages sur les Hells Angels, sur la mafia montréalaise. Ben, quand tu vas écouter une conférence, ils te livrent ce qu'eux savent sur la mafia montréalaise. Ils ont infiltré ce milieu-là. Ils ont acquis une quantité. Ils ont obtenu de l'information. Ils te livrent cette information-là. Tu as le droit de dire, je le crois pas, il doit être payé par la mafia pour nous dire ça, ou tu comprends-tu? Ouais. Il doit être lui-même un instrument des Hells Angels pour nous raconter ces histoires-là. C'est pas vrai, je le crois pas. Mais, Christian, je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être que c'est fondamental en nous, mais il y a des gens qui ont besoin de croire en quelque chose. Il y a des gens qui se font au fil des ans leur propre théorie et ça fait en sorte qu'ils veulent se faire rassurer sur leur propre théorie. Et quand ils rencontrent quelqu'un qui leur mentionne « Oui, vous avez raison de croire ça », ben ça les réconforte.
puis ils se sentent bien là-dedans. Cette dame-là, elle devait vouloir, elle doit être partie sur un trip d'extraterrestre, elle est arrivée sur ta page, puis elle a dit, mais mon Dieu, ce gars-là, il rapporte juste des faits, comment ça qu'il m'apporte pas des preuves comme quoi les extraterrestres existent? Ouais, mais c'est parce qu'elle s'adresse pas au bon endroit, c'est tout. Je veux dire que moi, c'est ça, j'arrive, moi je dis non, madame. Puis là, éventuellement, là, c'était devenu comme un débat, là. Non. Si des gens viennent à mes conférences dans l'espoir que je vais titiller le chakra ou ouvrir leur troisième œil, vous vous trompez d'endroit. Ça arrivera pas. C'est pas ça mon travail. Comme journaliste, j'ai enquêté sur des faits. Comme là, demain, on parle des enlèvements extraterrestres. Quand j'ai fait des séries comme Enquête sur les ovnis, Dossier mystère, Force obscure, évidemment, j'ai eu la chance de voyager à travers le monde. J'ai rencontré les vedettes de ce milieu-là des enlèvements extraterrestres. Il y a eu des conversations de coulisses. J'ai fait des entrevues avec ces gens-là. Ils m'ont fourni des informations, et souvent des informations qui n'avaient pas été publiées. Et c'est ce que je présente demain dans ma conférence. Donc, ces informations que le journaliste que je suis a obtenues de manière privilégiée, qui n'ont pas forcément fait l'objet de reportages à la télévision ou dans les médias. Donc, je les présente. Mais je suis pas là pour éveiller des consciences ou ouvrir des troisième œils, là. Tu sais, je veux dire, les gens, c'est pas ça, là. Je veux dire, on s'est trompé de porte. Et j'ai souvent l'impression que c'est ça, que le message passe pas, où les gens me perçoivent comme un sceptique, alors qu'en réalité, ça me dérange pas. Tu sais, j'ai pas à être sceptique ou pas. Je vais te donner un exemple. On sait, c'est un fait, là. On le sait, là. Le fait est le suivant. Il y a des études qui ont été menées par le docteur Olaf Blank, qui dirige le département des neurosciences à l'École polytechnique de Lausanne en Suisse. Il y a 3 ou 4 ans, Olaf Blank a mené une investigation pour voir est-ce que lorsqu'on a une privatisation sensorielle, et la plus importante, c'est la vision, 80% de l'information que décode ton cerveau te vient de la vue. Donc, si tu enlèves la vue, évidemment, tu viens de te priver de 80% de l'information qui est transmise à ton cerveau. Donc, Olaf Blank a dit, ce serait intéressant de voir comment, dans des conditions particulières, le cerveau va créer des biais cognitifs à partir du moment où il ne voit pas ce qui se passe. Donc, il a pris des gens dans son laboratoire, des gens qui souffraient. Et c'est un fait, là. Je suis pas là pour te raconter des bobards, là. Je sors pas ça d'une manche, là. Ça a été publié. Il y a des périodiques scientifiques qui ont été publiés. Le Journal of Neuroscience a publié notamment l'étude de Olaf Blank. Donc, il prend des gens qui souffrent légèrement d'épilepsie. Pourquoi légèrement d'épilepsie? Parce qu'il y a un coulage d'informations qui se fait, par exemple, entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et cette pathologie-là, on l'a tous. Eux, les gens qui souffrent légèrement d'épilepsie, on parle pas des gens qui ont des crises, là, ce qu'on appelle grandes crises, là, où ils ont le dos arqué avec la bave aux lèvres. Là. Non, légèrement des petites crises qui se traduisent souvent par des espèces d'absence. Hein. Les gens qui souffrent légèrement d'épilepsie ont ces périodes un peu d'absence qui durent quelques secondes. Mon Dieu, oups, un peu comme si on était dans l'une, mais dans leur cas, c'est une petite crise d'épilepsie. Donc, Blank prend des gens qui souffrent légèrement d'épilepsie parce que cette pathologie-là, on la rencontre chez les gens qui sont très stressés ou très fatigués. On va présenter à peu près le même genre, cette difficulté de concentration, ce coulage-là de l'information. Donc, Blank prend ces gens-là, les amène dans son laboratoire, et ces gens-là, ce qu'ils doivent faire, c'est une tâche très, très simple. Il y a une privatisation visuelle. Donc, on leur place un bandeau sur les yeux. Ces gens-là ont devant eux un petit bras télescopique. Ils doivent pousser le bras télescopique. On leur place le doigt au bout de ce bras télescopique. Il y a comme une sorte de petit capuchon dans lequel ils placent leur index, et ils poussent le bras jusqu'en bout de course. Lorsque le bras arrive en bout de course, il y a un déclencheur et à leur insu, ces gens-là se dotent pas de ça, mais à leur insu, il y a un bras mécanisé derrière eux qui les touche au milieu du dos, au même moment. Donc, on pousse le bras télescopique et on est touché au milieu du dos. Comme ces gens-là ne voient pas ce qui se passe, très rapidement, après 3 ou 4 essais, ils commencent à comprendre la mécanique. Je pousse, j'arrive au bout et quand j'arrive au bout, je suis touché dans le milieu du dos. Olaf Blank va différer le stimuli dorsal de 500 millisecondes. 500 millisecondes, c'est pas beaucoup. Et à ce moment-là, ce qui se produit, c'est on crée une sorte de biais. Notre cerveau n'arrive plus à comprendre exactement ce qui se passe. Et il crée un double de nous-mêmes. C'est-à-dire que comme il perçoit qu'il y a des stimuli, il n'arrive pas trop à comprendre comment ça fonctionne. Notre cerveau, parce qu'on a souvent l'impression que c'est moi, Christian Page, ma conscience, qui dicte à mon cerveau quelle est la réalité. Non. C'est mon cerveau qui me dicte ce que lui croit être la réalité. Et dans ces cas-là, dans le cas de l'expérience de Blank,
dans notre cerveau, on a une sorte de mécanisme naturel de GPS. C'est-à-dire que au moment où je suis ici, si je ferme mes yeux, mon cerveau visualise que je suis assis dans un fauteuil dans le studio de Radio X. Mais dans le cas de l'expérience de Lave Blanc, le cerveau en vient à perdre cette notion-là. Ce GPS-là fonctionne pas très bien. Il est complètement perdu. Et là, notre cerveau crée une espèce de double de nous-mêmes. Un peu comme s'il se disait, si je sors de mon espace à 3 dimensions dans mon corps physique, est-ce que je verrai d'où vient le stimuli? Et à ce moment-là, ce que ça crée chez l'individu, ça crée une impression de présence. Donc, la personne qui a les yeux bandés a l'impression qu'il y a des gens autour de lui. Et non seulement il a l'impression qu'il y a des gens autour de lui, il a l'impression qu'il est touché, non pas au milieu du dos, mais partout. Sur les chevilles, sur les bras, sur les épaules, sur la tête. À un point tel que 50% des gens qui participaient à l'expérience de Lave Blanc ont demandé à ce que l'expérience cesse avant la fin de l'expérience. Et quand ils ont enlevé leur bandeau, ils étaient convaincus qu'ils trouveraient dans le laboratoire 4-5 personnes autour d'eux qui les touchaient à gauche et à droite, alors qu'ils étaient seuls. Et l'expérience de Lave Blanc montre bien que notre cerveau, à partir du moment où il y a des stimuli qu'il arrive mal à gérer, notre cerveau crée des biais cognitifs. Et Blanc fait le rapprochement en disant, regardez un peu la situation qui se passe dans le laboratoire, et là on peut la reproduire, et puis c'est une expérience qui a suivi les règles de la science, les protocoles, donc on peut reproduire cette expérience-là n'importe où, dans n'importe quel laboratoire. Et Blanc dit, regardez un peu maintenant les gens qui font de la chasse aux fantômes, les chasseurs de fantômes. Ces gens-là se retrouvent, souvent ils font les expériences de nuit. Donc, ils sont déjà fatigués. Donc, ils arrivent en plein milieu de la nuit, 3 ou 4 heures. On est moins éveillés qu'à 2 heures de l'après-midi. Ces gens-là mènent souvent leurs expériences dans l'obscurité. Ils viennent de se priver de ce 80% d'effets visuels. On est dans l'obscurité. Parce que les chasseurs de fantômes ont beau nous dire, oui, mais la nuit, il y a moins de bruit, il y a moins d'activité. Il y a rien qui empêche d'allumer des lumières. Tu fais une enquête, t'es dans un asile abandonné, il est 3 heures du matin. Pourquoi t'allumes pas des lumières? Les fantômes ont-ils peur de la lumière? Tu sais ce qu'on... Et là, quand tu regardes un peu le contexte dans lequel ils mènent leurs expériences, ils se retrouvent exactement dans la situation de l'expérimentateur dans l'expérience de Lave Blanc. Et là, soudainement, les chasseurs de fantômes disent, j'ai eu l'impression d'entendre un chuchotement, j'ai eu l'impression d'avoir été touché, j'ai l'impression de ci ou de ça. Ils se retrouvent exactement dans le même mécanisme du biais cognitif que ceux démontrés par Lave Blanc en laboratoire. Moi, si je fais une conférence sur les fantômes, je me dois, comme journaliste, de te parler de l'expérience de Lave Blanc. Oui. Je te dois de te la documenter, de te montrer des images, des films qui ont été tournés. Mais toi, quand tu sors de la salle, tu as le droit de continuer à croire aux fantômes. Tu as le droit de dire, non, moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est pas ça. Ce que tu n'as plus le droit de faire, c'est de fermer les yeux. Tu n'as plus le droit de dire, les biais cognitifs n'existent pas. Non, là, tu as le choix de les accepter ou de ne pas les accepter, mais tu ne peux plus nier que cette expérience-là, elle a été menée, que des périodiques scientifiques qui ont publié l'expérience. Maintenant, fais-en ce que tu en veux. Je ne remets pas en question ta croyance aux fantômes. Ce que je te dis, c'est qu'il y a des expériences qui ont été menées et que dans bien des cas, des expériences de type fantôme, qui sont souvent des expériences subjectives, qui sont liées à des perceptions du cerveau, mais dans bien des cas, il peut y avoir des explications autres que le revenant venu de l'au-delà. Maintenant, tu en fais ce que tu en veux, je ne suis pas là pour remettre en question tes croyances. Et c'est ça que j'ai l'impression, après 25 ans, je continue chaque semaine encore à me débattre, à expliquer mon point de vue. Je ne suis qu'un journaliste. Je suis pas pour, je suis pas contre. J'ai fait le tour du monde, je rapporte des faits et je suis le seul journaliste au Canada qui a bâti une carrière de cette manière-là. Donc, les gens qui viennent, prenez-le comme ça. Ce que je vous offre, c'est des outils pour mieux comprendre le paranormal, mieux comprendre l'histoire du paranormal, mieux comprendre des histoires ou des événements qu'on nous raconte. Et bien souvent, ce qu'on nous raconte, c'est une espèce de façade. Les gens ignorent un paquet de détails ou d'informations qu'on ne veut pas trop évoquer dans la presse. Parce soit on veut te faire croire à quelque chose, ou soit qu'on veut torpiller l'histoire. Moi, ce que j'essaie, c'est de présenter un point de vue critique et objectif. Les gens feront maintenant ce qu'ils veulent de ça. Je suis pas pour, je suis pas contre, j'ai pas à dire à personne ce qu'il doit croire ou non. Christian, en 30 secondes, faut que je te donne un timing. Ouais, je sais. Tu te connais. Est-ce que ça se peut que dans le monde du paranormal, ceux qui ont une approche scientifique sont très souvent mis de côté?
Oui, parce que dans le cas, les gens qui font l'approche scientifique, dans le milieu du paranormal, comme tu l'as mentionné, souvent, ce sont des mécanismes de croyance, j'y crois. Donc, les gens qui ont une approche scientifique, évidemment, vont favoriser des explications souvent très rationnelles avant de conclure au surnaturel. Et à partir de là, comme ça remet en question nos croyances, je pourrais longuement t'en parler des gens de ce milieu-là, les paranormaleux, là. Dans bien des cas, ils se sont fait leur style de vie repose là-dessus. Ils sont importants. Je dirige l'association de chasseurs de fantômes de Lanaudière. Et là, ils ont des gens autour d'eux. Ça leur donne une espèce d'importance. Ils font de la pseudo-science. Ils se retrouvent dans des lieux avec des bebelles. Ils ont l'impression que parce qu'ils utilisent une quincaillerie qu'ils font de la science, alors que ce n'est pas ça. C'est pas parce que j'ai un marteau que je suis devenu menuisier pour autant. Là, bon. Et à partir de là, quand la communauté scientifique arrive en disant « Attention, on a fait telle ou telle expérience », comme dans le cas de Lave Blanc, on va diaboliser ces gens-là. Ne les croyez pas. Nous, on sait. Nous, on est des chasseurs de fantômes. Nous, on a la vérité. Et ces gens-là, comme ils remettent en question notre croyance, notre mode de vie, l'adhésion que l'on a autour de nous à participer à des recherches sur les fantômes, les extraterrestres, peu importe, il faut absolument diaboliser ces sources extérieures parce qu'elles remettent en question mes croyances. De là la difficulté pour toi des fois de te promener dans ce fabuleux monde de l'hystérie, de psychotique et de ouais. Mais heureusement quand je fais des conférences, je suis toujours un peu surpris de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont comme moi, parce que je pense que ça fait 41 ans que j'en parle du paranormal, je pense pas que personne va pouvoir dire que Christian Page n'a pas la passion du paranormal. Puis quand on m'écoute, je pense qu'elle se sent bien, cette passion. Oui. Donc, j'ai cette passion-là et je suis surpris de voir, quand je donne des conférences, qu'il y a beaucoup de gens quand même comme moi qui ont cette passion-là, mais ils sont pas prêts à avaler n'importe quoi. Jean Rostand disait, avoir l'esprit ouvert, ce n'est pas l'avoir troué comme une passoire et ouvert à n'importe quelle bêtise. C'est un peu ça. Oui, avoir l'esprit ouvert, mais être capable de faire un peu preuve de sens critique. Dans la chronique de l'enquêteur du paranormal, on parle de carcasse de monstres. Oui, écoute, c'est une histoire qui a alimenté énormément la presse américaine depuis à peu près une semaine. C'est la carcasse d'un animal qui a été trouvé en Géorgie. Et c'est assez curieux parce qu'on a d'abord des photographies, des images, un type qui était qui naviguait avec son bateau, un bateau de plaisance, voit cette espèce de carcasse sur la plage, il accoste, il débarque avec son fils, s'approche de la carcasse en question, et là il tourne un petit film avec son téléphone portable, par exemple, et éventuellement ce film-là va se retrouver entre les mains de journalistes et c'est diffusé dans les médias. Ça fait même l'objet de reportages à l'échelle nationale. Étrange, curieuse, trouvé en Géorgie. C'est celui-là? Il met ses lunettes. Ouais, c'est en plein ça. C'est celle-là? Ouais, c'est en plein ça. Non. Ah oui, je la vois. Un dinosaure. Ouais, c'est ça. Donc, c'est l'image un peu qu'on se fait de l'idée du monstre du Loch Ness. Donc, une espèce de carcasse avec des nageoires en pagaie qui ressemblent un peu à des nageoires de dauphin avec un très, très long cou. Donc, comme je te l'ai mentionné, c'est trouvé sur une plage en Géorgie. Et là, ça fait la une, tout le monde parle de ça. Mais là, on commence à avoir un problème. C'est-à-dire qu'au moment où les journalistes mettent la main sur les images, on essaie de remonter à l'homme en question qui aurait tourné ces images-là, un type qui s'appelle Jeff Warren. On n'arrive pas à retrouver le dit Jeff Warren. La carcasse disparaît. Alors là, on commence à se poser de très sérieuses questions. Mais où est passée la carcasse? Area 51. Le département des ressources naturelles de la Géorgie a même mis en ligne, pas mis en ligne, mais ils ont placé une ligne pour que les gens puissent téléphoner pour qu'on puisse savoir où était passée la carcasse. Et là, on en est peut-être un peu dans une situation qui est un peu ambiguë. Écoute, cette carcasse-là, elle a été trouvée en Géorgie, près de Wolf Island. Et quel est le village le plus proche de Wolf Island? C'est le village de Darien. Et qu'est-ce qu'on a à Darien? On a des histoires d'un monstre lacus, parce que tous ces îlots-là forment une espèce de lagune avec des îles, et la carcasse en question aurait été trouvée sur l'une de ces îles-là. Or, il faut savoir que dans cette région-là de la Géorgie, il y a des rumeurs, une légende d'une créature qui s'appellerait Altama'a. L'Altama'a. Et quand tu arrives à Darien, donc le village le plus près, la première chose que tu vois en arrivant dans le village avec ta voiture, c'est un gros panneau sur le bas-côté de la route qui te dit « Bienvenue au pays de l'Altama'a.
et on t'invite à visiter le centre touristique local où on peut retrouver grandeur nature, une reproduction en résine de la fameuse créature qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la créature retrouvée sur la plage. Et là, tu te dis, ouais, c'est curieux, la créature a disparu, on n'est pas capable de retrouver le témoin, on n'a que des images, et ça donne que la créature a été retrouvée juste aux côtés d'un village qui vit un peu de la publicité faite autour de la créature. Et en regardant tout ça, je vais pas tirer de conclusion, mais ça me fait penser à, il y a quelques années, je sais pas si tu te rappelles de ça, à Poinégamook, au Québec, où il y a des légendes d'un monstre lacus dans le lac Poinégamook. Il y a quelques années, l'administration municipale avait payé des spécialistes en effets spéciaux pour qu'ils fassent un petit film où on voyait une créature qui émergeait du lac et qui replongeait. Et ces images-là avaient fait le tour du Québec. Tout le monde était passionné par ces images-là et on nous disait que c'était un touriste qui avait filmé des images de la créature, du monstre Ponique, c'est le nom qu'on lui donne, du monstre Ponique, le monstre de Poinégamook. Et ça se produisait exactement dans un même contexte. On était juste au début de la saison estivale, là, c'est-à-dire au printemps, juste avant l'été. Et là, on a une situation à peu près semblable. Et à l'époque, rappelle-toi, la municipalité de Poinégamook avait finalement admis que c'est eux qui avaient monté tout ça, que c'était un stunt publicitaire. Je ne sais pas si cette année-là, la ville de Poinégamook a eu plus de touristes, mais c'est sûr que le film a fait beaucoup parler de lui. Et dans le cas présent, l'histoire de cette créature, l'Altama'a, écoute, j'ai l'impression que ça sent un peu le canular. Il y a de la magouille. Ouais, ça sent un petit peu la magouille. OK. Prochain sujet, tu voulais nous parler de la momie Atta qui n'était pas un extraterrestre pour l'avoir vu sur les réseaux sociaux passer. C'est vrai que visuellement, tu te dis, mais mon Dieu, ça n'a pas de l'air humain. Ça n'a pas de l'air humain. Voilà. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a un documentaire qui a été tourné il y a quelques années qui s'appelle Sirius, de l'étoile, Sirius. Et c'est un type qui s'appelle Stephen Greer qui est un peu derrière tout ça. Stephen Greer est un personnage, si tu me permets, je vais te prendre une minute pour te situer le personnage. C'est un urgentologue de la côte est américaine qui s'est recyclé maintenant, qui ne fait que dans l'extraterrestre. Donc, c'est un passionné de ce sujet-là. Bon, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que Stephen Greer a mis en place, parce que souvent, les gens, c'est comme, quand on parle des phénomènes paranormaux, c'est toute une chose ou toute l'autre. Il n'y a pas de juste milieu, alors que c'est pas vrai. Souvent, il y a des zones grises. Dans le cas de Stephen Greer, c'était un type qui a mis en place le projet Disclosure. Disclosure, qu'est-ce que c'est? C'est un programme, c'est un projet qu'on ne peut, personne est contre les bonnes idées. Et dans ce cas-là, on le sait, il y a plusieurs personnes qui ont occupé des postes importants, soit au gouvernement ou dans des agences privées, qui ont été quelque part en contact avec le phénomène OVNI, soit qu'ils ont été témoins de quelque chose, ont vu des documents passer devant eux, mais comme ces gens-là aujourd'hui sont retraités, et comme à l'époque ils étaient un peu tenus au secret professionnel, ben évidemment, ces gens-là osaient pas trop parler en se disant, ben oui, mais je veux pas perdre ma pension, à l'époque, je devais pas parler de rien, je suis un ancien militaire, est-ce que si je parle d'avoir vu tel ou tel truc, est-ce que je vais perdre ma pension, est-ce que je serai poursuivi parce que j'étais sous l'égide du secret. Donc, Stephen Greer a mis en place ce projet Disclosure. Et ce projet Disclosure fournit donc aux gens un cadre dans lequel ils peuvent s'exprimer ouvertement et raconter leurs expériences associées au phénomène OVNI. Ça ne nous oblige pas à croire ce que ces gens-là racontent, mais ça permet à Monsieur X ou Y qui a occupé un poste important de venir témoigner sans avoir à craindre des représailles de ses anciens employeurs. Donc ça, c'est extraordinaire. Bravo à Stephen Greer d'avoir fait ça. Mais le même Stephen Greer aussi, faut pas se le cacher, il est vraiment embrigadé dans son histoire d'extraterrestre. Il pense qu'il a des contacts avec les extraterrestres. Il organise des séminaires où les gens vont dans le désert de l'Arizona, se mettent en position de lotus, font des aoums et espèrent communiquer avec les extraterrestres. Là, j'avoue que moi, là, je décroche un peu là, quand on est rendu à ça. T'sais. Donc, cette histoire de la fameuse momie Atta, elle a fait l'objet d'un documentaire réalisé par ce Stephen Greer. Stephen Greer qui utilise beaucoup ce documentaire pour faire justement la promotion de ses croyances associées aux extraterrestres. Et là, on nous présente, à un moment donné, c'est un peu le clou du spectacle, c'est de nous présenter cette petite momie qui fait à peu près 15 cm de long, qui a un crâne excessivement déformé, qui n'a que 10 paires de côtes au lieu de 12 comme on retrouve chez les humains.
Et là, ce que l'on apprend, c'est que cette histoire de momie, elle remonte en 2003. Il faut savoir que dans le désert d'Atacama, qui se trouve au Chili, il y avait d'anciennes mines de cuivre. Et il y a beaucoup de prospecteurs qui retournent dans ces lieux-là. Et en 2003, un prospecteur qui était là, l'endroit est complètement désert, il y a des baraquements abandonnés et tout ça. Et il va trouver dans une petite enveloppe en cuir, il va trouver cette espèce de momie desséchée. Et évidemment, elle a des cas. Et aujourd'hui, elle appartient à un collectionneur espagnol. Et cette momie, effectivement, a des traits qui nous font penser un peu aux extraterrestres tels qu'on les imagine, crâne déformé, en fait, hyper développé, d'importantes des orbites oculaires démesurées. Et comme je l'ai mentionné, c'est 10 paires de côtes au lieu de 12. Alors évidemment, on nous dit, bon, ça pourrait être des extraterrestres. Et là, tout l'objet tourne autour de ça. Sauf que là, maintenant, il y a des chercheurs, des scientifiques qui se sont intéressés à ça. Ils ont fait des analyses ADN. Et là, je parle de scientifiques associés à 7 laboratoires différents, des laboratoires universitaires. On a étudié l'ADN de la dite momie en question. Et n'en déplaise aux amateurs d'extraterrestres, non, Atta, c'est le nom qu'on donne à cette petite momie. Atta n'est pas un extraterrestre, c'est un humain. Mais l'ADN montre que cet humain-là, en fait, c'est un fœtus. Il n'a jamais vécu. Au départ, les premières analyses laissaient croire qu'il avait peut-être vécu quelques années. Donc, on s'imagine... 15 cm. C'est petit, là, 15 cm, mais on s'imaginait peut-être qu'il avait vécu quelques années. Là, maintenant, un petit peu le petit craft. Un petit peu plus petit craft. Mais là, on arrive à la certitude maintenant que non, il n'a jamais vécu. Donc, c'est où il a été le fœtus a été porté à terme, mais il est mort-né, ou il n'a jamais été porté à terme, et la personne qui en a accouché s'en est débarrassée en l'abandonnant comme ça dans le désert chilien. Mais on sait que la créature n'a jamais été viable. Elle présente un nombre extraordinaire de malformations et on comprend que l'enfant, s'il était né normalement, n'aurait jamais pu vivre vraiment parce que les déformations sont trop importantes. Et il n'y a aucun doute que la créature en question est un humain, simplement un humain qui présente d'énormes difformités et qui a amené des gens à croire qu'il pouvait s'agir d'un extraterrestre. Et là, on a un article qui est publié dans le Genome Research, donc tu comprends que c'est un périodique scientifique très important, et il n'y a aucun doute sur les données, parce que là, on a toute la séquence ADN de la créature. Et écoute, il y avait un truc, c'était notamment à l'université Stanford en Californie qui avait mené des expériences. On arrive à quelque chose comme 3 millions dans le génome. On arrive à 3 millions de séquences qui sont anormales. Donc, c'est quelque chose, au moment où on se parle, on n'a jamais vu autant de déformations. En tout cas, les scientifiques ont jamais eu l'occasion d'analyser un fœtus qui présentait autant de déformations là, de manière conjointe de cette manière-là. C'est vraiment exceptionnel. On comprend que les gens étaient étonnés. Les scientifiques eux-mêmes ont été étonnés de voir ça. Et faut dire en passant que Atta, le nom de cette petite momie, on croyait qu'elle avait, comme je l'ai mentionné, vécu quelques années peut-être, et on la situait où on aimait bien nous faire croire qu'elle datait de plusieurs siècles, alors que les scientifiques ont la certitude avec les analyses qui ont été menées que la créature a au plus 50 ans. Donc, c'est quelque chose de tout à fait contemporain. Donc, au plus, elle a 50 ans et non, le fœtus n'a jamais été viable. Donc, merci, bonsoir. Atta n'est pas un extraterrestre. Il y a Jonathan qui voulait que je t'en parle. Cette semaine, on a eu la chance d'avoir un ancien soldat qui est sorti des Forces armées canadiennes parce qu'il était traumatisé. Oui. Et il nous racontait que lors d'un moment où il était dans sa salle de bain à Valcartier, il s'est retrouvé en théâtre de guerre, donc en Afghanistan, avec sa mitraillette et du sable en face de lui. Et le lendemain, j'ai reçu un psychiatre pour parler du cas d'Alexandre Bissonnette, et je lui ai parlé de ce soldat-là, et il disait qu'effectivement, le cerveau peut jouer des tours à des gens qui ont peut-être certaines, comment je pourrais dire ça, certaines difficultés, tu sais. Il y a un phénomène, parce que c'est curieux, parce que c'est vrai que lorsque l'on parle de biais cognitifs, oui. Dès qu'on parle de quelque chose qui se passe entre les deux oreilles,
c'est vrai qu'on a souvent une perception péjorative. On a de la misère à se dire, oh non, c'est pas normal. Ouais. Non, le cerveau de tout le monde fonctionne de la même façon et notre cerveau va faire exactement les mêmes erreurs, les mêmes biais cognitifs. Et la question, juste terminer la question de Jonathan, et la question de Jonathan, c'est, se pourrait-il que quand il y a des gens qui rapportent avoir été enlevés par des extraterrestres, quand il y a des gens qui rapportent avoir vu des choses dans le bois ou parlé avec des entités, tout ça, se pourrait-il que ça se passe tout ça en dedans de la boîte crânienne? Absolument. Absolument. On peut pas dire que tout se passe comme ça. Mais il y a un phénomène, et demain je vais en parler dans ma conférence, je vais montrer d'ailleurs des exemples. Il y a un phénomène qui arrive à tout le monde. Ça pourrait arriver à n'importe qui, tous les gens qui nous écoutent. Il y a un phénomène qui s'appelle la confabulation. La fabulation, c'est quelqu'un qui raconte des histoires à dormir debout. Il les invente et dans bien des cas, il sait qu'il les invente. Il fabule. La confabulation, c'est pas tout à fait la même chose. Ton cerveau se retrouve avec un biais cognitif où il a des problèmes de mémoire, il a des trous de mémoire et il va combler ces vides de la mémoire en inventant des souvenirs qui ne sont pas réels. Et là, à partir de là, tu vas dire, ouais, je me rappelle quand j'avais 8 ou 9 ans, tel ou tel truc. Mais en réalité, s'il y avait une caméra qui avait pu filmer, par exemple, je me rappelle quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai pris l'autobus et je suis convaincu que le petit Marco était assis devant moi, etc. Est un souvenir très clair de cet événement-là. Au point que tu dirais, écoute, je me couperais la main, là, tellement que je suis sûr de ça. Mais si je pouvais te montrer un film de l'événement, tu pourrais voir à quel point ta mémoire est déformée. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais ton cerveau, comme il arrive difficilement à remettre en place les mécanismes de la mémoire, il va créer un nouveau scénario et le souvenir de ça va prendre une place aussi importante que n'importe quel autre souvenir que tu as. Donc, ce phénomène de la confabulation, il est vrai pour tout le monde. Notre cerveau fonctionne comme ça. La mémoire est pas quelque chose d'inaltérable et quand il y a des trous dans la mémoire, notre cerveau aime pas les trous et il crée des faux souvenirs. Et je te dirais même que non seulement des faux souvenirs, il va en créer par confabulation, mais il va en créer par acceptation. Par exemple, tu te retrouves dans une soirée de Noël avec des cousins, des amis, et là, tu te rappelles, tu te dis, oui, tu te rappelles-tu quand on avait 8 ou 12 ans, il y avait eu tel party chez tante Monique, puis il y avait mon oncle Jean-Paul, puis là, il y a un de tes cousins qui va dire, ouais, mon oncle Jean-Paul qui avait son chandail du Canadien. Ça faisait pas partie de tes souvenirs. Mon oncle Jean-Paul avec son chandail du Canadien, ça faisait pas partie de tes souvenirs. Mais là, tu vas le raconter l'année suivante et l'autre année suivante. Dans 10 ans, tu vas avoir la conviction de te rappeler très clairement que mon oncle Jean-Paul avait son chandail du Canadien. Parce que quand il va t'en avoir parlé pour la première fois, tu vas t'avoir imaginé mon oncle Jean-Paul. Voilà, et peu à peu, là, mon oncle Jean-Paul avec son chandail du Canadien va devenir un faux souvenir et tu vas avoir l'impression que tu te souviens de ça, mais tu ne te souviens pas de ça. Ton cerveau a recréé ce souvenir-là. Et comme par exemple, des gens se rappellent des souvenirs de leur enfance. Techniquement parlant, les psychologues, les gens qui travaillent dans le domaine des neurosciences te diront que avant 2 ans et demi ou 3 ans, tu ne peux pas avoir un souvenir clair d'un événement. Notre cerveau est pas conçu de cette manière-là. Et pourtant, des gens diront, ben oui, moi je me rappelle quand j'avais 6 mois dans mon berceau, il y a tel événement qui est arrivé. Non! En fait, tes parents t'ont raconté cet événement-là. Par exemple, ta mère a échappé le carrosse, puis le carrosse a déboulé les escaliers, puis toi, t'étais dans le carrosse. Tu te rappelles pas de ça? T'avais 8 mois. Mais pourtant, lorsque tu le racontes, t'as l'impression d'avoir ce souvenir-là. Non. Ta mère te racontait ça, ton père te l'a raconté, tes oncles, tes tantes t'ont raconté ce souvenir-là. Et au fil du temps, le souvenir s'est créé. C'est un faux souvenir que t'en es venu à accepter comme étant un véritable souvenir factuel. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est un faux souvenir recréé, mais qui tient une place dans ta mémoire aussi réelle que le souvenir que tu as, par exemple, la semaine dernière d'avoir été faire ton épicerie chez IGA. Donc, ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes, ce sont des biais cognitifs. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte. Notre cerveau fonctionne comme ça, on n'a pas le contrôle de ça. Donc, il y a des mécanismes où la confabulation va apparaître. Je peux te donner un autre exemple? Vas-y. Moi, je me rappelle, la première fois, je suis un fan de Johnny Hallyday.
Oui, c'est vrai. La première fois que j'ai vu Johnny Hallyday en spectacle, c'était en 1975 au Jardin des Étoiles à Montréal. J'avais 12 ans à l'époque. Et Johnny Hallyday, c'était avant l'Internet. Et c'était difficile d'acheter des albums de Johnny Hallyday parce que souvent c'était des albums, des vinyles, c'était importé. Ça coûtait beaucoup de sous, puis on n'avait pas toujours les moyens de ça. Puis comme c'est un artiste qui était loin, parce que Johnny Hallyday venait pas souvent au Québec, il restait en France. Donc, je vois Johnny Hallyday en 1975. Et puis après, écoute, les années 70... C'était à l'époque où on faisait de la bonne musique quand même. Led Zeppelin, il y avait Pink Floyd, Serge Laprade. Ah non, ça c'est autre chose. Mais enfin, mais tu sais, donc adolescent, j'ai comme un peu délaissé ça. Là, Led Zeppelin, Pink Floyd, c'est bon. Quand je suis revenu un peu à Johnny Hallyday, on est rendu au milieu des années 80 et moi, dans ma tête, je me rappelais de Johnny Hallyday. Il arrive sur scène avec son costume blanc, un peu à la manière de Elvis Presley, parce qu'on dit souvent Johnny Hallyday, c'est une espèce d'Elvis français, c'est ce qu'on disait de Johnny Hallyday. Français. Et c'est un peu l'image que j'avais. Je le revoyais très bien sur scène, habillé avec son costume blanc. Et puis, le premier concert que j'assiste de Johnny Hallyday en France, parce que après ça, quand j'ai renoué avec Johnny Hallyday, on est en 1987. Ouais. Je suis en France, et là, je parle, moi, ça fait quand même des années que j'ai pas vu Johnny Hallyday, je l'ai vu à Montréal, et à un moment donné, je tombe sur un super fan de Johnny Hallyday. Et lui me dit, Johnny Hallyday à Montréal? Non, il était pas bien en blanc, il était bien en noir. Quel gars, le français. C'est de quoi le français? Il était pas là, le français. Moi, j'y étais. Mais il avait raison. Parce que, éventuellement, j'ai pu voir une séquence filmée du concert de Montréal en 1975, et on me voit dans la salle. Donc, ça ne peut pas être un autre concert, c'est celui-là. On me voit dans la salle et on voit Johnny Hallyday. Il est habillé en noir. Comment, de 1975 à 1987, j'ai fait passer son costume du noir au blanc? Parce que les images que nous inonde la presse de Johnny Hallyday de cette époque, il est pratiquement toujours habillé en blanc. Donc, je n'avais que des souvenirs d'un gamin de 12 ans qui, peu à peu, se sont recolorés en fonction de l'imagerie qu'on me présentait, et mon cerveau en est venu à un moment donné à ne plus faire la différence entre les deux. Si je n'avais pas revu cette séquence filmée, qui m'aurait bel et bien démontré que Johnny Hallyday était habillé en noir sur la scène, je continuerais aujourd'hui de clamer qu'il était habillé en blanc. Donc, c'est un mécanisme de confabulation. Donc, ma mémoire avait un trou et elle l'a comblé de cette manière-là en allant piger dans une espèce d'imaginaire collectif ou un imaginaire populaire qui est véhiculé à travers les médias, la télévision et autres. C'est un mécanisme qui est normal. Donc, les gens qui vont te raconter des événements 20 ou 30 ans après les événements, que ces gens-là rajoutent des détails, qu'ils vont colorer la vérité, ils ne le font pas consciemment, mais il faut être nous qui faisons le journaliste ou la personne qui fait l'interview, évidemment, il faut qu'on soit conscient que ces gens-là racontent un événement dont ils n'ont aucune preuve, donc ils ne s'en remettent qu'à leur mémoire, et malheureusement, la mémoire a toutes sortes de façons de combler ses trous et ses vides, et souvent en colorant les vides par des faux souvenirs. Donc, il faut en tenir compte de ça. Le cerveau est extrêmement complexe. Oui, c'est une machine extraordinaire. Le militaire qui était post-trauma, il nous a dit, j'étais dans ma salle de bain, puis tout d'un coup, il y a un gun qui est apparu, mon équipement est apparu, le sable est apparu devant moi. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on fait un lien, des fois, tu te dis, OK, quand on voit des apparitions, il y en a, quand on voit, j'en ai jamais vu, mais quelqu'un qui voit la Dame Blanche, ou quelqu'un qui voit des extraterrestres, quelqu'un qui voit des fantômes, c'est peut-être ça, tu sais. Ouais, ce qu'il faut se rappeler, Yannick, et ça, c'est très important. On a toujours l'impression que c'est notre conscience qui dicte à notre cerveau quelle est la réalité, alors que c'est notre cerveau qui nous dicte sa réalité. Faut toujours se rappeler de ça. Donc, à partir du moment où notre cerveau se retrouve dans une situation où il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps, un accident de la route, par exemple, un événement inattendu et souvent tragique, notre cerveau va, évidemment, si on éveille l'instinct de survie, notre cerveau va voir des éléments et va en laisser échapper d'autres qui sont un peu secondaires. Et à partir de là, on va recolorer la réalité telle qu'on croit l'avoir perçue. Mais notre cerveau a été dans des situations difficiles comme celle-là, notre cerveau est une véritable passoire à des biais cognitifs. Est-ce qu'il y a, en fait, parce que oui, je peux comprendre qu'on cherche à combler sans cesse les trous qu'on a dans notre mémoire. Est-ce qu'il y a des gens qui se font raconter des histoires et qui se les approprient sans le vouloir? Ouais, en fait, il y a un mécanisme, il y a plusieurs mécanismes qui vont permettre ça, mais ce que tu racontes, c'est passionnant. En fait, dans les années 80,
En fait, en 1980, il y a un livre qui a été publié au Canada qui s'appelle Michelle Remembers. Et l'histoire de Michelle, c'est en fait une femme qui s'appelle Michelle Smith. Et Michelle Smith est une femme qui vivait à Victoria, sur l'île de Vancouver, et qui avait des troubles de comportement. Donc, elle va voir son médecin et éventuellement, il lui conseille d'aller voir un psychologue, un psychiatre, et elle renoue avec un psychologue qu'elle avait déjà rencontré dans le passé, un type qui s'appelle Lawrence Pazder. Et là, évidemment, on peut se questionner sur l'aspect éthique parce qu'éventuellement, Michelle Smith va divorcer de son époux, Lawrence Pazder va divorcer de son épouse et les deux vont se marier. Bon, là, sur le plan éthique, le psychologue qui marie sa patiente, bon, on peut se questionner là-dessus, mais éventuellement, ils vont publier cet ouvrage, Michelle Remember, et durant les longues thérapies de Michelle Smith avec le Dr Pazder, il la plonge en état d'hypnose et sous hypnose, parce qu'à l'époque, on croit que l'hypnose est une sorte de sérum de vérité. On place Michelle Smith, il place Michelle Smith en état d'hypnose et il lui fait raconter, il croit que ses problèmes de comportement actuels sont liés à des traumatismes de l'enfance. Alors, il l'amène à replonger dans son enfance et là, sous hypnose, elle va raconter toutes sortes de trucs. Elle a été abusée par ses parents et ses grands-parents qui faisaient partie d'une secte satanique. Et là, elle raconte avec moult détails tous les abus dont elle a été la victime. C'est le récit de ça qui est publié dans ce livre, Michelle Remembers, qui est un succès de librairie. Et là, ce que tu en mentionnes est tout à fait extraordinaire. On va assister peu à peu aux États-Unis à ce qu'on a appelé la satanic panic, la panique satanique. Des gens vont lire le livre de Michelle Smith et vont se reconnaître là-dedans. Ça m'est arrivé aussi. La même chose. Et là, ces gens-là, évidemment, c'est récupéré également par toute une communauté, dans bien des cas des fondamentalistes religieux, parce que c'est le diable, donc le diable est là. Et donc, ces gens-là vont se retrouver dans des situations où des gens vont les placer en état d'hypnose. Ils vont se référer à l'ouvrage de Michelle Smith qui parle de secte satanique. Et là, on va dire, oui, tu te rappelles-tu quand tu avais 4 ans, tu te rappelles-tu avoir vu des gens avec des toges noires qui chantaient des hymnes en hommage au diable? Et là, les gens vont se mettre à créer des scénarios et au réveil, au sortir de l'hypnose, souvent, ces scénarios-là ont remplacé le souvenir réel. Ils deviennent des faux souvenirs que l'on accepte. Ça a été extraordinaire parce que cette histoire de satanique panique qui a duré pendant des années aux États-Unis, ça a entraîné des procès. On a fermé des centres de la petite enfance. Les adeptes du diable avaient infiltré à peu près tous les réseaux des écoles maternelles jusqu'aux officines du gouvernement. Ils étaient partout. Il y a des familles qui ont été brisées, des enfants qui ont été retirés de leurs parents parce que les enfants avaient raconté des trucs comme ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, là, cette folie-là devait s'arrêter. Et là, lorsque c'est arrivé devant les tribunaux, il y a des psychologues puis des psychiatres qui ont été témoignants en disant, mais écoutez, arrêtez votre folie, là. Ça existe pas, ça. C'est pas vrai. L'idée, là, que t'as vécu un traumatisme dans ta vie, là, puis tu l'as caché dans ta mémoire, puis que seule l'hypnose peut ramener ça, là, ce qu'on appelle la mémoire occultée, ça n'existe pas. C'est un mythe, ça. C'est une invention, ça, là. Sinon, tous les gens qui ont été à la guerre, là, qui ont vu le compagnon sauter sur de la dynamite, ils oublieraient tout ça. Tous les parents qui ont vu leurs enfants mourir devant eux, je ne rappellerai pas que leurs enfants sont morts. Tu comprends-tu? Y a-tu une expérience? Essaie de t'imaginer. Toi, t'as des enfants. Oui. Essaie de t'imaginer de voir ton enfant se faire écraser, par exemple, dans la rue. Tu t'en souviens. Hein? Mais, les gens qui avaient été abusés par des adeptes du satanisme, ça, eux autres s'en rappelaient pas. Ils l'avaient caché dans un trou de leur mémoire. Et c'est là que les psychologues et les psychiatres ont dit, arrêtez ça. Ça, c'est de la folie. Ça n'existe pas. C'est un mythe, ça. L'idée de cette mémoire occultée, que tu as comme une espèce de petite case, que des gens ne veulent pas sciemment se rappeler des événements traumatisants parce que ça les perturbe, c'est une chose. Mais de croire que tu vas vivre normalement et qu'il y a une sorte de petite expérience encapsulée dans le fond de ta mémoire qui ne demande qu'un hypnothérapeute pour la faire sortir, ça, c'est de la foutaise. Et il a fallu que ces histoires d'adeptes de Satan se retrouvent devant les tribunaux pour que finalement les psychologues et les psychiatres interviennent. Et peu à peu, cette peur satanique a été dénoncée dans les médias comme étant de la foutaise. Il nous reste 2-3 minutes. Il y a Luc qui voulait savoir, parce que tu en as déjà parlé ici à l'émission, mais il voulait savoir ton avis sur les NDE, donc sur la Near Death Experience, donc les expériences de mort imminente. C'est un sujet qui est fascinant parce que c'est un sujet pour lequel on n'a pas une réponse définitive. C'est-à-dire que, et ce qui est intéressant dans le cas des expériences de mort imminente, c'est vraiment un débat qui se fait dans des milieux spécialisés. Alors que quand on prend des histoires de fantômes, des histoires d'extraterrestres, on a l'impression que tout le monde a le droit à son chapitre.
tout le monde est un expert. Ouais. Là, t'as le gars chez eux qui a lu 2 livres de fantômes, qui est sur Internet. Lui, c'est un expert de fantômes. Alors que tu n'as pas ça avec les expériences de mort imminente. C'est vraiment un débat qui se fait dans le milieu scientifique. T'as des scientifiques qui, eux, disent non, l'expérience de mort imminente est simplement un trouble de la perception, une expérience qui a été créée par le cerveau. Pour X ou Y raison, ça peut être le cocktail pharmacologique qu'on a donné au patient lorsqu'il est arrivé à l'hôpital pour essayer de le maintenir en vie, bon, etc., etc. Et t'as d'autres spécialistes qui disent non, les mécanismes neurologiques que l'on connaît ne permettent pas la création de souvenirs aussi précis que ceux qui vivent les expériences de mort imminente. Donc, on a vraiment un débat, on ne sait pas, on n'est pas capable de trancher pour l'instant, mais on a vraiment un débat qui se tient dans le milieu scientifique et le milieu académique. Et c'est un des très rares sujets entre guillemets paranormal qui se tient à ce niveau-là. Alors que les autres sujets interpellent à peu près n'importe qui et tu as l'impression également que n'importe qui a également droit au chapitre. Alors que dans le cas des expériences de mort imminente, si tu n'es pas un spécialiste des neurosciences, t'es pas un urgentologue, t'es pas toi-même un médecin, très rapidement tu vas être écarté du débat. Là, ce qui m'agace, c'est tout le temps le couloir, il y a de la lumière, tu vois des gens que tu n'avais pas vus depuis longtemps. On dirait que ça vient chercher chez moi quelque chose de... Je sais pas, parce que j'ai perdu mon père, je me dis, si un jour je meurs puis il y a le couloir, j'imagine que mon père va être là. On dirait que ça vient de toucher la fibre à l'intérieur. Il y a quand même des choses que l'on a appris, ça l'explique pas tout, mais il y a quand même des choses qu'on a appris. Autrefois, on croyait que quand le cerveau s'arrêtait de fonctionner, on croyait que c'était un peu comme une lumière qui peu à peu diminue et s'arrête. Alors que maintenant, les recherches en neurosciences permettent de déterminer que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Quand notre cerveau, quand il y a la mort, en fait, la mort cérébrale intervient 30 secondes après l'arrêt cardiaque. Peu à peu, le cerveau s'arrête de fonctionner. Mais il ne s'arrête pas de cette manière-là. C'est pas une lumière qui diminue. En fait, c'est plutôt des appartements dont on ferme les lumières une à une. Okay. Donc, on peut imaginer le cerveau comme une grande maison qui aurait 10 appartements, puis on va fermer une pièce, une autre pièce, une autre pièce, une autre pièce, jusqu'à temps que toutes les lumières soient éteintes. Or, la dernière pièce à s'éteindre, c'est celle qui contient nos informations autobiographiques. Et ça, c'est fascinant parce que les gens qui vivent des expériences de mort imminente, souvent, lorsqu'ils reviennent à la vie, ils disent, c'est curieux, je me rappelle avoir vu ma vie en flashback. Or, curieusement, la dernière partie de ton cerveau qui s'éteint, c'est celle qui contient les informations qui sont autobiographiques. Donc, déjà là, dans le cas, ça n'explique pas tout, mais dans le cas de l'expérience de mort imminente, il y a peut-être un mécanisme qu'on commence un peu mieux à comprendre, celui de l'alimentation d'informations autobiographiques qui est introduit dans l'expérience de mort imminente. Au moment où on se parle, les gens qui nous écoutent ce soir peuvent continuer de croire qu'il y a une vie après la mort. Ils ont le droit de le faire. Ce qu'ils n'ont plus le droit de faire, c'est de ne pas mentionner que le cerveau, la dernière petite pièce qui se ferme du cerveau, c'est celle qui contient nos informations autobiographiques et qui peuvent expliquer une partie de l'expérience cognitive liée à l'expérience de mort imminente. Christian, on s'en jase mercredi soir. On salue les gens qui vont assister à ta conférence demain à Québec à l'Université Laval. Absolument. C'est sold out. Oui. Sinon, pour les gens, on invite les gens à aller sur ta page Facebook, christianpage.ca. Une fois de temps en temps, il y a des conférences pour Québec. Oui, absolument. Ta prochaine, as-tu déjà prévu? Oui, la prochaine est déjà prévue. Elle est en avril, fin avril. Et ce sera un grand questionnement, science versus les phénomènes paranormaux. Qu'est-ce qu'il y a de démontré entre les deux? Est-ce que la science s'est intéressée aux phénomènes paranormaux? Et quand elle s'y est intéressée, quelles ont été la conclusion des scientifiques par rapport à ça? christianpage.ca. Raph! Oui. Joyeux anniversaire! C'est pas aujourd'hui. Joyeux anniversaire! C'est en fin de semaine? Ben oui. C'est le 1er avril? Le 1er avril. La fête, c'est une vraie joke. On invite les gens qui veulent te souhaiter bonne fête à aller sur la page Facebook de Marceau Soir dans l'onglet Contacter. Souhaiter bonne fête à Raphaël. T'as-tu reçu des gâteaux McCain? 0 plus une barre. Et que le monde est cheap. Ben non, le monde a compris que je fête pas tant ma fête que ça. Salut, bon week-end à tout le monde, puis on se rejase lundi. Ciao! Marceau, le soir. Radio X.